Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire consacré à la réussite des projets d'entreprise. Je suis Karim Djafour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller économie numérique à la CCI Alsace Eurométropole et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire qui sera animé par Isabelle Kalbar-Madec, qui est dirigeante de l'entreprise KeepCap et qui a une longue expérience dans l'accompagnement de projets stratégiques d'entreprise. Voilà, donc elle va nous donner un petit peu les clés, les erreurs à éviter lorsqu'on on souhaite mener des projets. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Je vous demanderai juste de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Et également, les questions, on les prendra à la fin de la présentation d'Isabelle. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace de discussion, l'espace de chat. Et j'ajoute également que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible en replay très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI. Et elle vous sera également envoyée par mail, je pense, dans l'après-midi ou demain éventuellement. Voilà, je passe la parole à Isabelle. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis ravie d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur ce sujet aussi important et aussi motivant que le projet d'entreprise. Je vais effectivement compléter le message de Karim en me présentant. Donc, je suis Isabelle Kalvar-Madec. J'ai un parcours de 25 ans en entreprise, donc sur des fonctions de direction marketing, direction stratégique et direction de filiale en France et à l'international et principalement au sein du groupe Adidas. Et j'ai créé il y a maintenant une dizaine d'années mon cabinet de conseil et accompagnement KeepCap avec vraiment la volonté de soutenir et de faire réussir les projets. On a tous, je pense, des expériences de projets lancés avec beaucoup d'énergie et qui finalement ne produisent pas les résultats escomptés. Et c'est le cas des 3/4 des projets lancés en entreprise. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Non pas en raison de la qualité des projets eux-mêmes, mais surtout par manque de suivi et de mise en œuvre. Donc finalement, il y a beaucoup d'énergie qui est investie pour créer le projet et qui se trouve d'une certaine manière gâchée par la mauvaise exécution, ce qui amène à un cercle vicieux, puisque du coup, on relance un projet pour compenser le manque d'effets et ainsi de suite, et trop de projets tuent le projet. Donc c'est vraiment ma conviction, d'où le nom de mon entreprise KeepCap, comme vous pouvez le comprendre, donc à la fois de créer le cap, mais surtout de le garder. Et j'ai 3 convictions qui vont très probablement émailler ce propos, qui est d'abord de mobiliser l'intelligence collective, parce que dans vos entreprises, il y a beaucoup de ressources que vous pouvez utiliser. Deuxièmement, de lancer une dynamique d'action, parce qu'on apprend beaucoup en marchant. Et puis d'accompagner jusqu'à la réussite, parce que tant que ce n'est pas fini, il faut soutenir. Voilà. Alors, la première chose, puisqu'on se parle de projet d'entreprise aujourd'hui, c'est déjà de savoir de quoi on se parle. Donc, globalement, un projet d'entreprise permet de définir et de formuler clairement des objectifs qu'une entreprise va se donner pendant une période donnée. On travaille en ce moment souvent sur un laps de temps d'à peu près 3 ans sur la plupart des univers. Évidemment, on va définir ça en prenant en compte la culture et les valeurs de l'entreprise. Alors clairement, l'intérêt d'un projet d'entreprise, c'est que c'est un moteur pour l'évolution, puisque on va travailler à faire un bilan d'où on en est par rapport au marché, etc. Et on va investiguer jusqu'à définir les axes que l'on veut améliorer. Donc finalement, c'est un challenge qu'on va se donner individuellement et collectivement. Et c'est un nouveau projet qui va inciter l'organisation à avoir une attention particulière sur un certain nombre de sujets. Et comme vous le savez tous, c'est vital pour une entreprise de pouvoir évoluer. Et donc, le projet d'entreprise, à ce titre, va être extrêmement important comme moteur. Le deuxième intérêt d'un projet d'entreprise, c'est que ça va donner un sens commun à l'ensemble des équipes, puisqu'on va énoncer clairement ses priorités, ses axes stratégiques. On va les expliquer et ça va inciter l'ensemble des équipes à se focaliser sur ce sujet. Donc, vous voyez cette photo d'aviron que j'ai choisie, ils rament tous dans le même sens et c'est ce qui fait qu'ils vont arriver plus loin. Alors que souvent dans l'entreprise, et c'est le troisième point, on peut avoir des priorités communes en fonction du domaine dans lequel on travaille, de sa propre perception des choses, ce qui fait que de temps en temps, l'énergie est dispersée parce qu'il y en a qui vont à gauche, d'autres à droite et finalement, on fait des zigzags qui ne permettent pas d'avancer. Donc, ce projet d'entreprise va donner des repères communs à tous et ça sera aussi des repères dans l'action, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va pouvoir mesurer où on en est par rapport au projet en lui-même tel qu'il a été posé. Donc, d'où l'importance de ce sujet et la nécessité d'avoir un maximum de clés pour réussir. Donc, à la lumière de mon expérience,
j'ai mis en avant 7 erreurs ou 7 bonnes pratiques, selon comment on veut voir les choses, qui peuvent permettre d'avancer. Et je serais ravie d'échanger avec vous à la fin de cette présentation, parce que avec vos expériences aux uns et aux autres, on peut peut-être compléter cette liste de bonnes pratiques. La toute première clé, c'est de ne pas décider seul et de favoriser la co-construction. Alors effectivement, souvent, en tant que dirigeant, par envie d'aller vite, on va chercher à accélérer le processus de décision. Donc on va soit les prendre seuls, soit les prendre en s'appuyant sur un petit groupe de personnes autour de soi. On a le sentiment de gagner du temps, mais en fait, au final, on risque d'en perdre, puisqu'on va en perdre beaucoup dans l'exécution, dans la mise en œuvre, dans le fait qu'il y ait une adhésion des équipes. C'est pour ça que c'est très important de favoriser la co-construction et d'impliquer les équipes, parce qu'évidemment, ça va favoriser l'adhésion au projet puisqu'ils vont être consultés, donc ils vont se sentir partie prenante. Mais au-delà de ça, les idées vont être nettement plus riches parce qu'elles vont refléter une réalité 360, comme on dit, de l'ensemble de vos équipes en fonction des métiers, des niveaux hiérarchiques, des niveaux d'implication, etc. Du coup, ça va beaucoup mieux prendre en compte la réalité des différents métiers et va faciliter la mise en œuvre ensuite et de toute façon va baisser la résistance au changement. Donc ce temps que vous allez passer dans la collaboration, dans la consultation, vous allez le gagner dans la mise en œuvre. Alors pour autant, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on fait la co-construction que tout le monde va donner son avis sur tout. Donc il y a vraiment des rôles clairs qu'il faut définir pour cette consultation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frustration de la part des uns et des autres. Et finalement, donc vous avez le dirigeant ou le comité de direction ou l'équipe dirigeante qui va fixer un cadre et définir clairement des objectifs de la consultation auxquels vous souhaitez avoir des retours, mais sans hypocrisie. C'est-à-dire s'il y a des sujets sur lesquels vous ne voulez pas qu'ils soient challengés ou vous avez déjà pris une décision, eh bien, il faut clairement énoncer que non, on ne challenge pas le portefeuille produit ou l'organisation au tel point, mais par contre, on est ouvert sur tel autre. Donc, il y a vraiment cette étape de caler le cadre de la part de l'équipe dirigeante. On va aussi s'appuyer sur les managers qui vont être des courroies de transmission, donc qui vont pouvoir être inclus dans ce processus de collaboration en amont et ou en aval. Donc, en amont, peut-être pour passer la balle aux équipes et expliquer. En aval, pour sélectionner dans les remontées des équipes ce qui peut être utile pour l'équipe dirigeante. Et évidemment, les équipes vont être consultées sur le comment on peut faire pour atteindre les objectifs définis par la direction ou répondre aux questions qui ont été posées. Alors, par expérience, que moi je pratique beaucoup cette co-construction, les équipes sont souvent force de proposition et souvent très ambitieuses. D'ailleurs, le sujet, c'est plutôt souvent de les calmer, de leur dire attention, pas tout en même temps. Ce sur quoi il faut être très clair, c'est que dans le cadre qui a été posé, les équipes doivent avoir toute liberté et qu'il faut se mettre dans une posture d'être en position de valider au moins certaines des propositions. Donc, si vous demandez à vos équipes d'être audacieuses, il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui est très audacieux dire non, 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 c'est trop risqué, c'est trop risqué. Donc, il va falloir, alors évidemment pas tout valider, parce que c'est une consultation, mais quand même accepter de valider un certain nombre de choses. Cette co-construction, elle va aussi permettre souvent de favoriser la transversalité, puisque en général, on l'organise soit par des ateliers de feedback, soit par des groupes de travail transversaux. Et ça va permettre aux uns aux autres de se rencontrer, d'échanger, de réaliser qu'ils ne sont pas forcément tous d'accord, qu'on peut avoir des points de vue différents. Et évidemment, la transversalité, c'est quand même un sujet clé dans l'entreprise. Et que quand on se connaît mieux, les choses sont plus faciles et ça permet d'aller plus loin. Et enfin, en termes de co-construction, on peut élargir encore cette co-construction à d'autres parties prenantes que les collaborateurs. On peut inclure des clients, on peut inclure des actionnaires, on peut inclure des fournisseurs pour créer un écosystème gagnant-gagnant autour de ce projet d'entreprise et faire en sorte que justement, il y ait une dynamique qui s'installe autour du projet. Donc ça, c'est la première des clés, c'est vraiment la co-construction qu'on peut pousser très très loin. Le deuxième aspect important, c'est par rapport à la notion d'objectif autour du projet. Donc, l'autre jour, j'ai discuté avec un dirigeant qui dit on va fixer ça comme objectif, comme ça on arrivera au moins à en faire la moitié. Alors évidemment, c'est tentant de lancer un objectif assez loin pour être sûr qu'il soit motivant, qu'on avance, que justement en tant que dirigeant, vous vous dites c'est moi qui dois porter l'ambition et emmener mes équipes. Et c'est normal puisque évidemment le développement fait partie de la compétence et de sa survie. Néanmoins, il faut rester accessible, réaliste pour que ça ait vraiment un effet motivant, que les équipes puissent y adhérer.
et pas au contraire que ça ait l'effet inverse de se dire « oh là là, c'est pas possible, de toute façon, on n'y arrivera jamais, donc c'est pas la peine de se mettre en mouvement ». Donc, à un moment donné, il va falloir faire cette sélection des objectifs, parce que s'il y a trop d'objectifs, alors soit ça n'emmène personne, soit chacun va choisir l'objectif qui lui convient le mieux, mais on va aller de nouveau sur cette notion de dispersion, et rappelez-vous l'équipe d'aviron qui rame tous dans le même sens. Et du coup, pour que ça soit possible, il faut se fixer que 100% de ce qu'on va écrire soit réaliste, soit accessible, et ça va demander de choisir, de prioriser et surtout de renoncer à certaines choses pour rendre le projet faisable. Alors, c'est toujours un exercice difficile de renoncer parce qu'on a le sentiment qu'on va perdre, mais c'est en fait souvent en ne renonçant pas et en priorisant pas bien qu'on va perdre encore plus parce qu'on va justement avoir cette dispersion. Il vaut mieux faire un premier projet, le réussir et ensuite aller sur une deuxième phase et prendre la deuxième partie des objectifs que de tout mettre dans le premier et que personne ne s'y retrouve. Alors parfois, on peut envisager de faire des phases pilotes pour certaines choses sur lesquelles on n'a pas encore de conviction. Mais ce qui est important au-delà de tout, c'est qu'on arrive avec un projet à une dynamique de succès. Donc on arrive à cultiver le fait qu'on atteigne les objectifs, on célèbre ça, et que dans l'entreprise, il y a cette spirale positive et pas plutôt de se dire « ah ben non, on n'a pas encore réussi l'objectif », etc. Alors, par rapport à cette notion d'objectif SMART, comme on dit, j'ai un outil que je voulais partager avec vous qui peut permettre aussi de mesurer à quel point on est SMART. C'est qu'à un moment donné, un projet d'entreprise doit pouvoir être formalisé sur un document très simple, de maximum 1 page. Alors moi, j'utilise souvent ce schéma. Vous voyez qu'en fait, en haut, donc la première case, c'est le nom du projet et une phrase de vision, une mission qui peut refléter le sens global du projet, bien entendu votre logo. La première étape, c'est les indicateurs de performance du projet. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se dira qu'on a réussi au terme de ce projet? Donc, on va rester sur les 3 ans dont on parlait tout à l'heure. À ce moment-là, on a souvent des objectifs de chiffre d'affaires et puis on peut avoir 2 ou 3 autres indicateurs. L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas 20. Donc déjà, c'est de se dire, on est tous alignés sur le fait qu'on a 4 objectifs qui peuvent être en plus du chiffre d'affaires, peut-être de la part de marché, peut-être de la rentabilité, peut-être que si vous avez un lancement sur une nouvelle gamme, il peut être porté comme un objectif majeur dans l'entreprise, mais que ces objectifs ils soient compris par tout le monde et facilement mémorisable. Donc, c'est l'objectif de ce document en 1 page, c'est qu'on arrive tous à mémoriser le projet d'entreprise pour qu'il soit vivant dans les prises de décision. Vous voyez que la deuxième ligne, c'est quelles sont les cibles de ce projet et du coup, de se poser la question de leurs attentes. Donc, les cibles du projet, très probablement, à coup sûr, j'allais dire, il y a vos clients parce qu'évidemment, votre entreprise doit satisfaire ses clients. Donc, de se poser la question de quelles sont les attentes de vos clients. Au-delà de ça, il y a vos collaborateurs, votre équipe, parce qu'il faut aussi que dans ce projet, ils puissent s'y retrouver. Donc, quelles sont leurs attentes? Et enfin, vous pouvez avoir d'autres cibles ou pas, d'autres cibles qui peuvent être par rapport à des partenaires, par rapport à des actionnaires, par rapport à un groupe dont vous êtes membre, etc. Et ensuite, on va exprimer, donc vous voyez tout en bas de ce tableau, la notion de valeur de l'entreprise. Donc, quelles sont les valeurs qui vous caractérisent dans votre fonctionnement? Et au milieu du tableau, vous voyez donc la stratégie qui est exprimée sous forme d'abord d'axes stratégiques. Sur ce schéma-là, vous en voyez 5, 3 en vertical et 2 en horizontal. En général, en vertical, ils représentent plutôt des dynamiques de business et en horizontal, plutôt support. Mais en tout cas, le chiffre de 5, ce n'est pas forcément 5, ça peut être 3, ça peut être 4, mais c'est en tout cas pas 10. Et à un moment donné, on parlait tout à l'heure de renoncer et de prioriser, ça commence par là, ça commence par le fait de se dire, on se donne collectivement au maximum 5 axes stratégiques. Une fois qu'on a fait cet exercice de mettre les axes stratégiques, alors on va compléter au sein de chaque axe stratégique par des leviers, en se disant si on veut atteindre ça, quelles sont les grandes actions qu'il va falloir mettre en œuvre. Et dans chaque axe, alors là, vous voyez 3 leviers, ce n'est pas non plus le chiffre magique, ça peut être 4, ça peut être 2, mais ce n'est pas non plus 10. Et c'est tout cet exercice de priorisation qui est extrêmement important. Donc là, je vous ai pris un exemple de projet d'entreprise que j'avais fait avec Adidas. Donc c'est un ancien projet d'entreprise et en plus sur lequel j'ai aussi fait un certain nombre de modifications, mais c'est simplement pour vous rendre cet exemple plus parlant.
Vous voyez que le nom du projet, c'était Route 2015, puisqu'il se terminait en 2015, donc c'est vieux maintenant. La vision, c'était rendre le monde meilleur par notre passion du sport. Et la mission, c'était être le groupe leader sur le marché du sport, puisque au sein du groupe Adidas, il y a aussi la marque Reebok. Donc les indicateurs, j'ai juste laissé indicateurs de chiffre d'affaires. Il y a évidemment d'autres objectifs de performance, mais qui sont trop confidentiels. Au niveau des cibles, il y a les clients et les collaborateurs, et puis d'autres cibles, dont notamment d'ailleurs le groupe, pour pouvoir avoir une interaction avec le groupe assez fluide. Au niveau des valeurs, à l'époque, les 3 valeurs que s'étaient données collectivement l'équipe, c'était d'être indivisible, agile et entreprenant. Et vous voyez qu'on retrouve les fameux 5 axes stratégiques. Donc 3 plutôt business, le premier dynamiser la revente, le deuxième innover sur innovation, le troisième conquérir de nouveaux clients, donc des dynamiques marketing commercial. Et puis 2 axes en transversal, donc être simple, rapide et efficace. Et le 5e, miser sur les hommes et donc sur les équipes. Vous voyez qu'au sein de chacun de ces axes stratégiques, il y a ces fameux leviers. Donc, si on parle de dynamiser la revente, c'était soutenir les points de vente qui jouent les marques. Faire d'Ozon une arme décisive, Ozon, c'était une technique qu'Adidas avait mis en place. Et gérer des nouvelles remises et créer des nouvelles remises sur le sell-out. Donc ça, c'était une partie des actions qui étaient sur dynamiser la revente. Et ainsi de suite. C'est simplement pour que vous compreniez la logique de la structure de ce document. En tout cas, d'être capable de formuler son projet d'entreprise format de ce type-là, c'est déjà une première approche intéressante parce que ça va permettre de le communiquer facilement et de le faire comprendre. Ce qui m'amène à la 3e clé de succès, c'est qu'il faut que le projet d'entreprise emmène l'ensemble des équipes dans l'action au quotidien. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre ce qu'une équipe fait dans son quotidien et les mots et les objectifs qu'on va donner. Parce que si on a un projet trop macro et où les équipes ont l'impression que c'est une espèce de jargon abstrait et lointain, bah, le projet d'entreprise ne sera pas vivant et s'il n'est pas vivant, il ne sert pas. Donc la première des choses, c'est de l'expliquer simplement. Donc c'est ce que je viens de vous montrer avec ce type de format. La deuxième chose, ça va être de décliner les axes stratégiques pour faire en sorte que dans chacune des équipes, on comprenne vraiment à quoi est rattachée chaque action. Donc, par exemple, on va se dire que si on a un axe stratégique qui est de renforcer la fidélité client, bah, l'équipe ADV, l'administration des ventes, par sa qualité de réponse au quotidien, le temps d'attente au téléphone, etc., va contribuer au projet. Par ailleurs, on va souligner l'enjeu de la coopération, puisqu'on va se dire que finalement, pour que l'équipe ADV puisse donner des bonnes réponses aux clients sur la date de disponibilité des produits, bah, il va falloir que les équipes achat ou approvisionnement lui donnent des bonnes informations. Donc, cette interdépendance dans le quotidien des équipes est extrêmement importante pour que la dynamique de la transversalité fonctionne et qu'on puisse rendre chaque membre de l'équipe porteur du projet. Donc, si je reviens sur la structure dont je vous ai parlé avant, on a cette logique d'arborescence. Donc, on a vu tout à l'heure l'axe stratégique, on a vu des leviers et on peut descendre au niveau des actions de manière à être de plus en plus précis, de plus en plus concret. Et en reprenant l'exemple du 4e axe stratégique d'Adidas, donc être simple, rapide et efficace, il y avait 4 leviers, donc d'intégrer la supply chain, d'exceller dans la mise en œuvre et d'être mieux connecté au groupe. Et bien, par exemple, pour intégrer la supply chain, on va se dire que la première action, c'est de donner les dates de disponibilité. Le responsable, ce sera l'équipe approvisionnement. Définir les coûts de livraison, c'est l'équipe transport. Sur exceller dans la mise en œuvre, il y a une réponse au client en 24 heures. Ça, c'est l'équipe ADV, etc., etc. Ce qui va permettre de donner du sens à des missions très quotidiennes, ou pour rester sur cet exemple de l'équipe administration des ventes, en répondant au téléphone, rapidement, correctement au client, ben, chaque membre de cette équipe va se rendre compte qu'elle contribue à ce levier d'exceller dans la mise en œuvre et qu'elle contribue à cet acte stratégique. Au passage, vous voyez aussi qu'un certain nombre d'actions vont être partagées entre 2 équipes. Là, on voit par exemple création d'un meeting mensuel avec les équipes internationales. C'est l'équipe marketing et l'équipe finance qui vont être en interaction. Et ça aussi, ça va faire comprendre à tout le monde qu'il faut travailler ensemble pour faire avancer les choses. Donc, c'est aussi le rôle des managers, partant de la carte stratégique ou du plan en une page sur le projet d'entreprise, de faire travailler son équipe en disant comment nous, on peut contribuer à exceller dans la mise en œuvre, à telle et telle action. Et donc, les équipes se sentent encore plus partie prenante
du projet, qu'elles ont l'occasion justement de le dérouler de manière concrète. Et ça peut donner après une logique d'objectifs très clairs et très concrets. Alors, cette notion d'objectif m'amène à la quatrième bonne pratique, qui est la notion de pilotage, parce que souvent, on a beaucoup d'impact, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de focus au lancement d'un projet, en se disant on y va, etc. Mais on a moins de régularité dans le temps. Et un projet d'entreprise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et en plus, quand on a créé le projet, on est parti d'un postulat sur le marché, sur la situation de l'entreprise, etc. Et on a fait des prévisions et on s'est projeté dans le temps. Et évidemment, on se trompe sur une partie de ces prévisions et c'est juste normal. Je pense qu'en plus, ces derniers temps nous ont montré que tout était imprévisible, mais même de manière générale, c'est très difficile de tout projeter. Donc, il y a des choses qui sont toujours mal estimées, il y a quelques erreurs. C'est pas grave, ça fait partie de la réalité. Ce qui est vraiment une faute, c'est de ne pas s'en rendre compte et de continuer billet en tête sans mesurer, sans regarder où est-ce qu'on en est. Donc, je prends souvent l'exemple d'un GPS, par exemple, quand vous êtes dans votre voiture et que vous voulez à Paris, vous rentrez la destination. Donc, le projet d'entreprise, on a aussi une destination. Vous dites à votre GPS que vous voulez aller à Paris. Le GPS va vous dire, très bien, il va falloir prendre la 4 pendant 4h30 et vous serez à Paris. Dans votre projet d'entreprise, vous avez la destination avec les objectifs, vous avez les axes stratégiques qui vont être plus ou moins la 4, etc. Sauf que le GPS, au bout d'un moment, il va vous dire attention, il y a un accident, il va falloir sortir, prendre la bifurcation à tel endroit, etc. Et le GPS, au bout d'un moment, il va vous remettre sur la route pour aller à Paris. Il ne va pas vous laisser vous perdre en race campagne, je ne sais pas où. Et nous, parfois en entreprise, on prend une déviation parce qu'on se rend compte que ce n'est pas possible, qu'on s'est trompé, mais on en oublie le cap et du coup, on se perd un peu en route. Donc, pour éviter cet effet un peu de dispersion, il faut absolument piloter le projet de manière claire et régulière. Alors, en général, je vous le disais tout à l'heure, on a un projet sur une durée d'à peu près 3 ans. Et on a des objectifs globaux sur 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des plans d'action sur une durée à peu près d'1 an, puisque c'est quand même un horizon normalement assez prévisible, et de pouvoir se donner soit des indicateurs quantitatifs, en disant par exemple, si on a un objectif de vendre 25 programmes immobiliers sur la durée d'une entreprise de 3 ans, on estime qu'il faudra en vendre 1 par mois, par exemple, pendant la première année. Ça veut dire que chaque mois, on va pouvoir se dire est-ce qu'on en a vendu un ou pas. Et si on n'en a pas vendu, d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de corriger du coup pour pouvoir le faire. Sur les projets qui sont plus qualitatifs, si par exemple on s'est fixé d'ouvrir un nouveau magasin pendant la durée du projet d'entreprise, alors on va se donner des jalons en se disant ça veut dire que le premier trimestre de la première année du projet, il faut avoir identifié par exemple l'emplacement de ce magasin. Au deuxième trimestre, il faudra avoir fini les négociations, et ainsi de suite. Ça va permettre de piloter le projet de manière régulière, mensuelle ou trimestrielle selon les indicateurs, et pouvoir se rendre compte des décalages, et du coup d'être agile par rapport à ça et de corriger en se disant finalement on n'a pas pu vendre tous les programmes qu'on voulait à ce moment-là, et donc il va falloir arbitrer en se demandant ce dont on a besoin. C'est pour ça que c'est intéressant d'impliquer le comité de direction ou l'équipe dirigeante dans le pilotage avec un tableau de bord spécifique et de demander aux équipes de venir faire des propositions d'action pour corriger si on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc à ce moment-là, si on n'a pas vendu le nombre de programmes immobiliers qu'on voulait vendre, est-ce qu'il faut adapter le produit? Est-ce qu'il faut lancer une approche promotionnelle? Est-ce qu'il faut renforcer les ressources dédiées à la vente de ces programmes? Comme ces réallocations de ressources, elles vont générer d'autres effets dans l'entreprise, mais c'est important qu'elles soient partagées et que ces décisions soient prises collectivement pour se dire, soit on accepte de ne pas vendre le mois prochain un programme tous les mois, soit au contraire, on s'en donne les moyens. Mais en tout cas, on sait et on agit en connaissance de cause. Cinquième clé de succès, c'est la notion d'animation du projet. Donc encore une fois, au moment du lancement, tout le monde se mobilise, il y a souvent une soirée, un événement auquel on convie les collaborateurs, on fait vraiment un lancement symbolique et c'est important puisqu'il faut quand même cultiver aussi cette notion d'événementiel.
D'autant plus que si on a un projet qui se formule clairement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut communiquer ça et permettre aux équipes de mémoriser et de comprendre l'ensemble du projet. Mais comme on l'a évoqué, on est toujours dans notre marathon sprint. Il va durer en gros 3 ans, notre projet. Et l'idée, c'est pas qu'il y ait juste un lancement où on en parle beaucoup, puis qu'après, de temps en temps, il y ait quelques signaux faibles dans l'entreprise. Donc, il va falloir continuer à animer le projet en célébrant les avancées du projet pour justement garder le projet vivant, mais aussi motiver les équipes, etc. Il va falloir varier les formats et les médias pour les adapter aux différentes cibles que vous avez dans l'entreprise. Mais il faut absolument que le projet reste présent parce que c'est ça qui témoigne de son importance et du fait que c'est le projet que tout le monde doit s'acharner à atteindre pendant la durée qu'on a définie. Donc, en général, ces fameux 3 ans. Il faut aussi gérer la reconnaissance et la motivation des équipes qui font les projets parce que de la même manière, au départ, les personnes que vous allez charger de lancer tel ou tel projet vont être valorisées par le fait que vous les avez identifiés pour faire le projet, vont être plein d'énergie. Et puis, au fur et à mesure, ils vont se heurter à des difficultés parce que parfois, les participants de leur groupe de travail ne vont pas travailler comme ils veulent. Parfois, ils vont avoir beaucoup d'opérationnels à gérer en même temps, ça va être compliqué. Finalement, le projet est plus complexe à mettre en œuvre que prévu, etc. Donc, il faut valoriser ces personnes de manière à la fois individuelle et collective pour continuer à les motiver, à leur donner l'énergie pour avancer et faire en sorte que même si parfois il y a des erreurs dans le cadre du projet, qu'on valorise aussi ces erreurs comme source d'apprentissage et que la dynamique globale du projet continue d'animer l'entreprise pendant toute la durée du programme. Le 6e axe, c'est que souvent, en fait, il n'y a pas forcément d'organisation qui est mise en place pour le projet. Et la bonne pratique, c'est vraiment qu'il y a un management engagé par rapport à ce projet, et notamment un management en soutien. On vient de parler des responsables de projet, mais comme ils vont de temps en temps se décourager, ils ont besoin de leur manager pour les encourager, pour les coacher, pour être attentifs et vigilants à leur baisse d'énergie, leur baisse de morale éventuellement. Que le management soit accessible, prenne vraiment le temps avec eux d'échanger, leur permettre d'oser aussi, parce que si on veut un projet innovant, il faut permettre qu'ils osent, et permettre d'oser, ça veut dire aussi parfois se permettre de faire une erreur et de recommencer. Ils doivent pouvoir se sentir en confiance. Donc, c'est vraiment le rôle des managers d'être de manière très régulière en soutien par rapport à ces chefs de projet. Il faut aussi que les chefs de projet soient aidés par le fait qu'ils aient une feuille de route claire, c'est-à-dire que quand on leur confie un projet, on leur donne un brief avec des objectifs, on leur donne par exemple des participants dans leur groupe de travail pour que effectivement cette collaboration, cette coopération pour faire aboutir ces projets soit jouable pour chacun des leaders de projet. D'autant plus que la transversalité, ce n'est pas forcément naturel dans les entreprises. On a quand même globalement, même si on évolue un peu, mais quand même encore beaucoup d'organisations très hiérarchiques. La vertu d'un management hiérarchique, c'est que le manager, justement, clarifie les priorités pour l'ensemble de l'équipe, alloue le temps à ce qui lui paraît important. Et finalement décide ou arbitre si c'est nécessaire. En mode transversal de projet, c'est plus complexe parce que tout le monde n'a pas forcément exactement les mêmes priorités au bon moment. Donc le management est aussi là pour soutenir ce travail en transversalité et éventuellement régler un certain nombre de choses entre managers. Le dernier axe, c'est de cultiver la bienveillance et d'avoir un management en lien avec le projet pour rendre le projet authentique. Donc, si vous dites, par exemple, que vous voulez un projet audacieux parce que vous avez besoin d'innover, etc., trouver des nouvelles solutions, c'est vraiment très important aussi que dans la manière dont vous allez encourager les équipes, dans la manière dont vous allez vous comporter en tant que manager, vous soyez symboliquement aligné par rapport à ce que vous demandez aux équipes. Donc, c'est valable pour la confiance, pour la responsabilisation. Donc, cette authenticité dans votre management et cette exemplarité dans le management va aider à faire passer les messages et à rendre le projet encore plus crédible.
Enfin, dernière clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que souvent, on a tendance à se dire, bon, on va faire le projet, mais sans vraiment changer l'organisation comme on vient de le voir, ni même les moyens dont on se parle, en se disant, bon, on va le gérer en plus du quotidien. Mais néanmoins, une des dimensions très importantes dans un projet, c'est la notion de temps. Alors, le temps, c'est le temps pour faire, mais c'est aussi le temps pour créer le projet en lui-même, pour le mettre en œuvre, pour convaincre, pour changer les pratiques, pour vaincre les résistances. Vous savez tous qu'entre le moment où on dit on va travailler de telle ou telle manière et le moment où effectivement l'organisation travaille de cette nouvelle manière, il se passe souvent beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et c'est vraiment une dimension qu'on a tendance à sous-estimer. Donc, il faut se donner ce temps réellement pour que le projet d'échange de marché. Alors, le temps, ça peut être sous forme de délai. C'est-à-dire que quand on demande à un groupe de travail de faire une recommandation sur une nouvelle organisation du process, par exemple, de mise en marché d'une gamme de produits, c'est pas de leur dire donne-moi une recommandation pour dans 15 jours ou dans un mois, mais c'est peut-être de lui dire voilà, vous avez 3 mois avec un groupe de travail pour nous faire une recommandation sur la manière de réorganiser ce process. Donc le temps, par exemple, en termes de délai, mais ça peut être aussi sous forme de temps dédié sur le projet, donc de reconnaître la charge de travail liée au projet en disant tu vas passer, disons, 10% de ton temps sur le projet. Alors, je vais le prendre en compte et je vais transférer telle mission à un de tes collègues pour que tu puisses libérer ce temps. Ça peut être aussi du temps sous forme de ressources globales disponibles. Donc, comme par exemple, on vient d'avoir un message, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais donc je reprends sur la notion de sous forme de ressources. Quand on dit tu vas avoir un groupe de travail avec 5 personnes qui vont collaborer avec toi pour pouvoir faire ce projet, il faut aussi que ces 5 personnes aient le temps et la capacité à s'investir dans le projet. Ça peut être aussi de faire appel à des experts externes pour justement soutenir et donner du temps additionnel. Un point important sur la notion de temps, c'est qu'on a assez souvent tendance dans les entreprises à se focaliser toujours sur les mêmes personnes, parce qu'elles sont leaders, parce qu'elles sont dynamiques, parce qu'elles ont une certaine expérience et maturité. Et finalement, ces personnes se retrouvent en charge de beaucoup de projets dans l'organisation. Donc là, l'idée aussi, c'est qu'à un moment donné, vous vous donniez le moyen de faire grandir des nouvelles personnes et de temps en temps de prendre en charge quelqu'un qui est un petit peu plus junior, mais à ce moment-là que le management vienne en renfort ou qu'un conseil extérieur vienne en renfort, mais pour répartir cette charge de travail et qu'il n'y ait pas des goulots d'étranglement sur quelques personnes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, des délais réalistes, y compris dans les phases de transition, c'est-à-dire qu'on ne switche pas, une organisation ne switche pas totalement de mode de fonctionnement en très peu de temps. Il faut intégrer ces délais de transition. Alors, évidemment, il peut y avoir des enjeux de budget, parce qu'on peut avoir, par exemple, besoin d'études pour mieux comprendre un marché, ce qui permettrait de faire une meilleure recommandation, d'avoir éventuellement besoin de nouveaux outils, d'un logiciel, etc., ou de moyens de communication, ou éventuellement de ressources humaines supplémentaires. Donc, cette notion de budget, il ne faut pas l'évacuer comme si ce n'était pas possible. Il faut laisser et cadrer les choses, ça ne veut pas dire répondre oui à tout, mais prendre en compte les besoins de l'équipe et éventuellement dire non, je ne donne pas tel budget, mais du coup, voilà comment je te propose qu'on agisse. Il faut être attentif aux chefs de projet, on l'a mentionné, parce que les chefs de projet, ils vont soutenir le changement. Donc, un projet d'entreprise, d'une certaine manière, ça va vous aider à forcer le changement, à le rendre inéluctable pour vos équipes, parce qu'il est tellement clair, il est tellement présent dans votre organisation que demain, il faut faire tel process de mise en marché différemment, par exemple, que ça va donner beaucoup de puissance à ce message. Et ça va placer les collaborateurs en acteurs de changement. Donc, il y a évidemment un certain nombre de collaborateurs qui vont choisir d'accepter ce changement et d'autres qui vont se mettre hors jeu du changement. Néanmoins, leur position par rapport au projet sera obligatoirement claire parce que le projet lui-même sera clair. Donc, ce projet va forcer le changement, va forcer, pour revenir sur ce que je disais en introduction, à l'évolution de l'entreprise en se focalisant sur les axes de progrès que vous avez identifiés.
Et vraiment, ce qui est important de prendre en compte à la lumière de toutes ces clés que je viens de mentionner, c'est que c'est un projet qui prend du temps, qui est encore une fois plutôt en dynamique de marathon, et que cette démarche doit se faire dans la durée et pas juste en mode ponctuel, sinon on va vers un effet un peu soufflé, où à ce moment-là, il y a beaucoup d'énergie au départ, et puis le projet s'atténue et s'étouffe, et finalement on revient à la case départ. Donc voilà les 7 clés que je voulais partager avec vous en termes de bonnes pratiques par rapport à mon expérience. Le moment est venu maintenant pour prendre vos questions. Est-ce que du coup, il y a des questions des uns et des autres par rapport à tous ces échanges? Alors, soit vous les posez par le chat, soit vous les posez avec vos micros. Alors, ça peut être des questions, ça peut être aussi des bonnes pratiques que vous voudriez rajouter, parce que je suis tout à fait preneuse d'une 8e ou 9e ou 10e bonne pratique par rapport au projet en général, ou n'importe quel type de remarque. J'ai envie de poser une question. Vous m'entendez? Très bien, allez-y. Donc, Michel Munzanuter, je suis l'ancien dirigeant d'SEV Usocom. Oui. Et je vous remercie pour cette présentation qui était hyper bien structurée. Et avec votre expérience, ma question est la suivante. Vous l'avez dit vous-même, quand on a un projet, en général, on découvre des nouveaux collaborateurs, ça permet de les faire grandir et c'est un peu vos ambassadeurs. Et vous disiez aussi que le projet, en fin de compte, ça ne doit pas être quelque chose en plus, mais ça devient du quotidien si on veut réussir dans le projet. Quelles sont les difficultés que vous avez souvent rencontrées en termes d'organisation? Parce que très souvent, on met des projets en place avec une organisation qui existe, qui est plus ou moins hiérarchique, et souvent les freins viennent à ce moment-là de la hiérarchie. J'aimerais bien connaître votre expérience à ce niveau-là. Alors, merci déjà de votre question, et c'est gentil de lancer la première parce que c'est souvent la plus difficile. Alors, les freins, en fait, ils sont effectivement nombreux, hein. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de projets qui aboutissent pas. Vous avez parlé de la transversalité, donc ça, c'est un enjeu important parce qu'effectivement, on a beaucoup plus l'habitude du mode de fonctionnement hiérarchique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, il faut soutenir cette transversalité. Donc, il y a d'abord le management, je pense, qui joue, alors que ce soit au niveau de l'équipe dirigeante, mais aussi au niveau du management intermédiaire, qui doit être favorisant de cette transversalité. Donc, il faut créer une culture managériale qui accepte que tout ne se passe pas en hiérarchique et qu'il faut être en mode collaboration aussi au niveau des managers, hein, parce que souvent, quand on retrouve des silos au niveau des équipes, les silos, ils viennent d'en haut, donc ça, c'est un point important. Moi, je crois beaucoup aussi au fait que le projet soit simple, clair et bien expliqué, et à cette notion d'arborescence dans le quotidien de chacune des personnes, parce qu'en fait, le projet ne peut pas être, si on a l'activité de l'entreprise en général et à côté le projet, alors on a perpétuellement des arbitrages entre j'arbitre l'opérationnel ou j'arbitre le projet. À un moment donné, il faut qu'il y ait un overlap entre le projet et l'opérationnel pour se dire comment, dans une partie de mon opérationnel significative, je sers le projet global d'entreprise. Je vous ai pris l'exemple des équipes administration des ventes. Mais moi, ça me paraît très important de mettre tout ça en cohérence pour que ce soit au quotidien, parce que sinon, on est toujours dans la même difficulté, que l'opérationnel va reprendre le dessus très vite, parce qu'il faut répondre aux clients, et que s'il répond aux clients ne fait pas partie du projet, à ce moment-là, on va répondre aux clients. Alors que si dans le projet, on finit par en capturer le fait qu'il faut répondre aux clients, mais d'une certaine manière, alors on fait évoluer l'organisation à tous ces niveaux, et ça ne peut pas être juste quelques personnes qui pédalent et tous les autres qui vont dans d'autres directions. C'est pour ça que je vous avais choisi l'image de l'aviron, encore une fois, au départ, parce qu'il faut que tout le monde rame dans le même sens, c'est comme ça qu'on avance. Je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à la question, je vous en remercie. Mais trop souvent, quand même, on a, comment je peux dire ça, il faut absolument, ce que je trouve de très bien dans votre exposé, et vous l'avez, il faut aussi du temps et de la patience pour le projet. Vous avez parlé de 3 ans, et je crois que 3 ans, moi j'avais plutôt l'habitude de dire même 5, ça prend du temps et on ne peut pas lâcher.
Donc, merci pour vos réponses. Alors, c'est vrai, Michel, que je dis 3 ans parce qu'on travaille pendant un certain temps plutôt sur des projets de 5 ans, voire même plus longs, mais en ce moment, l'environnement bouge quand même, en tout cas sur beaucoup de métiers, tellement vite que quand on se place à 5 ans, c'est encore plus compliqué. Donc, du coup, moi, j'ai tendance à resserrer sur 3 ans en disant, bah, on corrigera en route et on en refera un deuxième après s'il faut. Mais parfois, il peut falloir 2 projets d'entreprise, enfin, une succession de 2 fois 3 ans pour arriver à complètement transformer. Mais dans ce cas-là, il y a une première partie de transformation qui est assignée au premier projet de 3 ans et puis la deuxième au deuxième projet. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je regarde la conversation, mais a priori, il n'y en a pas non plus sur la conversation. Isabelle, il y a une question dans la conversation, une question de Fabienne. D'accord, alors que je n'ai pas vu. Alors, si toute l'organisation d'entreprise doit être revue, est-ce que cela peut se faire sous forme de projet d'entreprise? La tâche me semble énorme. Alors, évidemment, s'il faut tout revoir, en fait, l'organisation de l'entreprise, elle doit être calée par rapport à un objectif du projet. Donc, si l'objectif du projet nécessite que toute l'organisation de l'entreprise soit revue, comme ça, spontanément, ça me paraît assez compliqué de tout revoir en même temps. Je reviens au principe de réalité dont je vous ai parlé, parce que si on ne peut pas tout faire bouger en même temps. Donc, à ce moment-là, s'il y a des enjeux aussi profonds, il faut arriver à séquencer les étapes. Et chaque étape peut faire partie du projet d'entreprise et peut être faite aussi en mode co-construction, y compris des réorganisations peuvent être faites en co-construction avec les équipes en disant il y a un cadre posé par l'équipe dirigeante en disant on va changer l'organisation pour répondre à tel et tel objectif. Là-dedans, comment pensez-vous qu'on peut faire, Donc, on peut tout à fait inclure ce genre d'aspect dans les projets d'entreprise et dans la co-construction. Alors, faire un bilan d'un projet me semble indispensable. L'élément permet de revenir à ces éléments. De toute façon, effectivement, c'est vrai, Karim, vous avez totalement raison de mentionner ce point-là. Au départ, quand on crée un projet d'entreprise, il y a toujours une phase bilan qui se fait pour se dire où est-ce qu'on en est, nous, et où on en est, comment par rapport au marché, et comment est ce marché, quelle est la dynamique du marché en général, des concurrents. Et à l'issue du projet, comme on a mis en place de toute façon un système de monitoring sur un certain nombre d'éléments quantitatifs ou qualitatifs, déjà on peut faire le point pour savoir si oui ou non on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et au-delà de ça, comme on va relancer une autre dynamique de projet, on va inventorier ce qui s'est passé sur le marché, ce qui a bougé et de quoi on repart pour pouvoir créer la prochaine marche d'évolution. En fait, c'est vraiment un élément en séquence. C'est un peu comme un escalier. On monte, chaque projet d'entreprise va vous faire monter une marche de marche. Ce n'est pas la peine de penser qu'il va vous faire monter 3 étages d'un coup. Alors, une autre question, quel peut être l'intérêt de se faire accompagner dans la démarche? Alors, c'est vrai que quand on est dans l'opérationnel et en même temps dans le projet, souvent, c'est compliqué ces arbitrages au quotidien. Donc, l'intérêt de se faire accompagner, c'est d'une part que sur la phase de création du projet, vous avez quelqu'un d'extérieur à votre activité qui peut vous challenger, vous aider à aller plus loin, poser des questions que vous posez peut-être même plus, parce que quand on travaille sur un marché, on a tendance à être vraiment, à force d'avoir un certain nombre d'a priori sur des choses qu'il faut faire ou pas faire. Donc, cette approche pour la création du projet est intéressante. Et après, pour la partie pilotage et notamment dans le temps, le fait de se faire accompagner dans la mise en œuvre vous oblige et oblige l'ensemble de l'organisation à ne pas lâcher jusqu'à la réussite. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors, je vois une autre question sur la durée de l'accompagnement. La durée, elle peut être assez longue, elle peut être jusqu'à la réussite. Après, la fréquence d'accompagnement peut varier dans le temps, c'est-à-dire on peut très bien dire au départ, on va accompagner tous les mois et on va faire le point pour voir si les choses avancent bien. Et si on sent que ça avance bien, après être sur un accompagnement trimestriel. Mais moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises dans la mise en œuvre. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je dis attention, je reviens dans 15 jours pour faire le point avec vous, je sens que ça bouge sur le projet d'entreprise en face parce que le dossier revient dans les priorités des personnes. C'est juste normal.
Comment célébrer les succès à distance? Alors, effectivement, alors on peut faire beaucoup de choses à distance. Hein. Je crois qu'on a tous appris à pas mal se servir des aspects Zoom, etc. On peut aussi faire beaucoup de choses avec les outils comme Klaxoon, par exemple, avec lesquels je travaille, mais qui permettent. Ça peut célébrer des succès, c'est pas forcément quelque chose. C'est pas que un grand événement où on réunit tout le monde dans une méga salle. Ça peut aussi être toutes les semaines un petit mail qui dit tiens, le chiffre clé la semaine ou la bonne pratique qu'on a observée ou enfin, voilà, ça peut être beaucoup de petites choses. C'est pour ça que je disais que dans la communication, en fait, il faut vraiment varier les médias et les modes d'animation. Il y a de temps en temps des choses très événementielles, ça fait quand même du bien d'être tous ensemble à un endroit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup de petites animations au quotidien qui vont allumer la petite lanterne dans la tête des gens, de dire ah oui c'est vrai, le projet il existe, il est là. Et plus il y aura ça, et plus l'équipe dirigeante s'y référera et en parlera, plus on a de chances que ça fonctionne et que le projet serve à l'arbitrage au quotidien. Quid du projet hésitant? Quelle est la meilleure attitude du manager de projet vis-à-vis de sa direction générale? Alors Patrick, il faudrait que vous m'expliquiez le projet hésitant. Oui, j'hésitais à vous l'expliquer. Allez-y, allez-y. Bon, j'ai vécu, moi, d'expérience des projets donc, que je qualifie d'hésitants. Je pense notamment à un projet informatique où on essayait de mettre en place un logiciel qui provenait d'une jeune start-up. Et je n'étais pas manager sur ce projet, hein, j'étais participant. Et on sentait que il y a quelque chose qui clochait dans le projet. On n'était pas sûr que ça aille au bout. Il y avait des doutes sous-entendus sur la capacité de la start-up elle-même à faire fonctionner le logiciel en question. Dans un cas comme ça, où il y a de l'incertitude quant au projet lui-même, quelle est la bonne attitude pour le manager, quoi? Parce que le risque, la difficulté de faire travailler des équipes sur ce genre de projet, c'est les gens hésitent à s'investir parce qu'ils disent que ça ira pas au bout, donc c'est pas la peine d'y consacrer du temps. Pour l'entreprise, si les gens, au contraire, ils consacrent trop de temps, on risque d'y consacrer un temps qui finalement serait inutile puisque ça n'ira pas au bout. C'est quoi la bonne façon de gérer ce genre de situation, on va dire, inconfortable? Alors, il ne faut pas qu'il y ait des projets hésitants, c'est ma première réponse. C'est-à-dire que Oui. Non, mais alors, c'est un peu effectivement ma provocation, mais si un projet est perçu comme hésitant par l'organisation, il va juste pas se mettre en œuvre. C'est-à-dire que la notion de projet, elle force les gens à travailler différemment ou à s'intéresser à quelque chose sur lequel spontanément ils ne travaillaient pas. Donc, s'il y a une hésitation là-dessus, ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui vont faire le choix de dire oh là là, ça je le sens pas, ça va pas aller, donc j'y vais pas. Et donc, vous allez de nouveau avoir une dispersion des énergies. Donc, si on sent à un moment donné, et ça arrive à tout le monde, qu'il y a justement un projet donc, qui est hésitant, comme vous le dites, il faut recalibrer le projet. Parce que le projet, au lieu d'être le lancement de ce nouveau logiciel, ça peut être le test ou la phase pilote sur ce nouveau logiciel. Enfin, il y a moyen de recalibrer le projet pour que le projet ne soit plus un projet hésitant, mais un projet qui dise, OK, c'est un projet de test. À l'issue du projet, il y aura oui, non, et ensuite, ça devient éventuellement, ça sera déploiement du logiciel, en l'occurrence, ou non, ça ne sera pas ça. Mais dès qu'il y a de l'hésitation, et particulièrement au niveau du management, etc., ça veut dire qu'il y a dispersion des énergies et qu'on n'aura pas les bons résultats. Donc, il faut remonter à la direction générale en disant, de manière très ouverte, il y a des questions qui se posent, il faut qu'on les tranche et qu'on définisse quel est l'objectif précis. Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est une décision? Mais il faut qu'on revienne sur un environnement stable pour les équipes. Ouais, donc il faut impérativement un dialogue franc entre le manager projet et sa direction générale, quoi, pour lever ce doute, quoi, et éventuellement redimensionner le projet, mais faire en sorte qu'il ait un caractère certain, quoi. Il faut clarifier et donner des objectifs qui soient réalistes par rapport à ce qu'on ressent. De toute façon, vous dites qu'il faut qu'il y ait une démarche transparente par rapport à la direction générale, etc. De toute façon, s'il n'y a pas de démarche transparente et s'il y a des choses un peu cachées ou sous-jacentes, vous connaissez comme moi les entreprises, les gens s'en parlent, ça crée un climat qui n'est pas du tout propice à la réalisation de l'objectif et qui fait que le projet, de toute façon, va échouer. Un projet qui s'appelle hésitant de la manière dont vous le décrivez, il va échouer, c'est sûr. Donc, il faut le requalifier pour le mettre en mode non hésitant. On est d'accord.
Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que j'ai pris toutes celles du chat. Non? Pas de J'ai questions. l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. Non, bah, ça a l'air... écoutez, en tout cas, merci à tous de votre écoute aujourd'hui. Et puis, j'étais ravie de pouvoir parler de ce sujet qui est, je pense, très important pour la dynamique des entreprises et la motivation aussi des équipes et des dirigeants, puisque quand on atteint les résultats, bah, aussi pour les dirigeants, c'est un beau retour d'énergie et de motivation. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci Isabelle. Donc, merci à tous les participantes et toutes les participants. Et ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je remercie encore Isabelle pour son intervention qui était très claire. Et puis, on garde le contact pour les prochains webinaires qui arriveront sûrement en début d'année. Voilà, on a notre programme qui va s'enrichir pour le début d'année. Voilà. Je remercie tout le monde et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.